Merci d'écouter RCJ. Postface, Caroline Gutmann. Première émission de Postface, chers auditeurs. Et un mot d'ordre, apprendre à résister. Alors d'abord, résister à toutes les mauvaises ondes que nous diffuse le monde d'aujourd'hui. Résister aux pensées nocives et toxiques, à la violence et finalement à cette pensée binaire qu'elle nous force à avoir. Et bon, on va essayer d'avoir, on a nos armes en magasin, c'est pas des grandes armes, mais c'est celle des livres. Parce qu'un livre, ça apprend à penser, ça apprend le rire, ça apprend le détachement, ça apprend la distance, et ça vous permet de vous évaser et de voir le monde autrement. Et là, cadeau pour la nouvelle année, le livre d'Henri Raximoff, Variations pour Anna, chez Gallimard. Et puis en fin d'émission, on parlera d'un texte d'Olivier Barrault, que vous connaissez peut-être, Henri, un certain Hitkin, vous verrez, un personnage très intéressant. Alors, Henri, je suis très contente de vous avoir sur le plateau, d'ailleurs, publié chez Gallimard dans la collection Haute Enfance, ne pas oublier l'essentiel. C'est un livre qui porte son nom, c'est Variation. C'est que l'amour, il est total, mais il n'est jamais le même. Il y a beaucoup d'oscillations, ou d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça que vous avez le courage de nous montrer avec le personnage de votre mère, Anna, qui peuple beaucoup de vos livres. Hein. On la retrouve à gauche, à droite, dans le personnage de Ramona. Elle chante faux, elle est tout à fait insaisissable. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de rire et au fond beaucoup de douleur, parce que vous dites dès le départ que sur elle, notre amour s'était mal enclenché, c'est mal poursuivi, c'est mal terminé. Et pourtant, dans tout ce livre, il y a énormément d'amour. Comment vous pouvez nous résumer ça ? Comment parler de l'amour et du non-amour, et de l'hostilité et du ressentiment, s'il y en a, de part et d'autre. C'est pas facile, mais il a fallu que j'attende, parce qu'en effet, comme vous le dites, j'ai parlé de ma mère et pas que de ma mère dans beaucoup d'autres livres, parce que beaucoup de mon travail consiste à remémorer la famille, proche ou lointaine. Et l'âge venant, donc, j'ai eu le sentiment de pouvoir, pas seulement de devoir, mais de pouvoir enfin parler d'elle de façon un peu, non pas détachée, pas du tout, mais disons plus sereine que je ne l'ai fait précédemment. Parce qu'on avait vraisemblablement, d'ailleurs évidemment, une sorte de contentieux depuis le début. C'est pour ça que vous dites notre amour s'est mal enclenché. D'ailleurs, j'ajoute, il ne s'est pas amélioré depuis, et puis il s'est soldé par aussi une sorte d'échec. Il y a eu au départ, je m'en suis expliqué dans un autre livre qui s'appelait Heinz, qui parle de son frère aîné qui a été déporté depuis la Charente, qui s'appelait Henri, même s'il est né Heinz en Allemagne, mais il s'est appelé Henri en France, et il a été déporté à l'âge de 19 ans. Et pour mes grands-parents maternels, je l'ai en quelque sorte remplacé. Et je crois que c'est là, dans ce remplacement, je mets des guillemets à tout ça, ma mère n'a pas vu cela d'un œil serein, parce qu'elle aimait évidemment son grand frère, elle l'admirait, comme une petite fille admire son grand frère. Et ce remplacement-là, aux yeux de ma grand-mère, c'est-à-dire de sa mère à elle, ne lui a pas été très agréable. Et je crois que c'est là, dans ce complexe-là, dans cette complexité plutôt, que s'origine notre différend, qui n'a pas pu vraiment se résoudre. Alors, tardivement, j'essaye, non.
en quelque sorte de réparer les choses. Oui, vous dites le mot réparer. Voilà. Ah, c'est vrai que dès le départ, vous dites vous êtes proustien, on connaît vos livres sur Proust, et que c'est un personnage insaisissable. Alors que c'est une femme franche, directe, et j'aime ce style que vous avez. Il y a une anecdote que vous racontez à la fin de sa vie. Elle est très malade, à l'hôpital, et elle va vous raconter une histoire que je trouve extrêmement drôle, parce que malgré qu'elle soit très très mal, il y a à côté d'elle dans la chambre une femme d'Afrique du Nord, et puis elle va se permettre de lui dire, quand le mari de cette femme part, bah, dis donc, hein, franchement toi t'es belle, il est vraiment, tu devrais le plaquer, t'en auras des beaucoup plus beaux. Et sa voisine lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux dire, vraiment tu es juive toi? Et alors, elle va lui répondre, Anna, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et elle va lui dire, il n'y a qu'une juive pour dire des choses comme cela, la vérité directe. Et je trouve qu'il y a un moment où vous dites que vous lui ressemblez, qu'il y a quelque chose en vous. Alors, vous êtes écrivain et vous savez, mais dans ce livre, c'est la vérité directe. Et c'est ça que j'ai aimé. Oui, j'ai bien aimé cette anecdote-là qui m'a fait rire. D'ailleurs, mon frère qui assistait au dernier moment de la maladie de ma mère en riait aussi, parce que c'était tout elle. Elle était à la fois très simple, très directe, sans beaucoup de barrières morales. Et elle disait les choses, elle balançait les choses directement. Ça m'arrive de le faire, et puis aux grandes dames de mes amis ou de gens avec qui je suis. Alors, pourquoi cette dame d'Afrique du Nord lui dit « tu es juif, toi » ? Et alors ma mère de répondre « mais comment tu sais ?» Oui, oui. Bon, voilà. Donc je laisse ça comme ça. Enfin, je ne donne pas d'explication. Je ne dis pas « oui, bien sûr, il y a des raisons à cela ». Non. Voilà, c'est sa responsabilité. Elle trouve que balancer les choses directement comme ça, à propos précisément d'un homme qui est un peu vieux, par rapport à elle qui est jolie, qui est belle, qui est jeune, qui est agréable, qui est sympathique, et l'autre qui a l'air un peu revêche, forcément un peu méchant, lui dit mais laisse-le tomber. Henri, voilà. Je vais vous interrompre quelques minutes parce que on va poursuivre même pas quelques minutes, Caroline Gutmann. Bonjour, désolée d'interrompre l'émission, mais l'information qui vient de nous parvenir, elle tient en une seule phrase. Elle est déjà commentée longuement chez nos autres confrères. Pour nous contenterons pour l'instant de la donner telle qu'elle est. Jean-Marie Le Pen est décédé ce matin à l'âge de 96 ans. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Je clôt la parenthèse et je vous laisse revenir à l'émission, mais il nous semblait important évidemment de donner cette information sur laquelle nous reviendrons forcément différemment sur cette antenne que sur les autres. C'est important. Merci Sandrine. On repart avec Anna. Et vous allez nous suivre. Hein, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre vraiment. Voilà. Donc, après ça, elle a des réactions inexplicables. Et ce qui est formidable, c'est que vous vous retrouvez petit garçon derrière des portes, à l'observer. Elle a des moments... Alors déjà, elle parle à un double qu'on ne connaît pas, une autre femme, et vous sentez en elle, dans cette ennemie imaginaire où elle dit toute sa rancœur, à qui elle dit toute sa rancœur, au fond, vous essayez de comprendre d'où ça vient, cette peut-être jalousie, et vous essayez de reconstituer son itinéraire, et vous vous dites qu'elle a dû être lésée à un moment ou à un autre. Et là, c'est très beau parce que vous essayez de comprendre pourquoi il y a eu une promenade au parc, et elle est rentrée à la maison. Elle vous a laissé, elle s'est jetée sur son lit en sanglotant, en étant dans un état de rage inexplicable. Et vous allez faire finalement œuvre de fils et de romancier. C'est que vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Oui, parce que, au fond, est-ce que c'est pas le lot de tous les petits garçons, de tous les enfants, de ne pas comprendre tout à fait leurs parents. Mais là, je comprenais strictement rien à ces réactions. Alors, il y avait deux choses. Premièrement, sa façon de se parler dans le miroir, ou plutôt dans le miroir de sa coiffeuse, ou plutôt de s'adresser à quelqu'un d'autre, visiblement à une autre femme, où elle déversait toute sa rancœur, son hostilité.
Et alors, j'en concluais assez facilement qu'il s'agissait en effet de jalousie. Ouais. Mais jalousie de quoi? En quoi avait-elle été... Pardon. Avait-elle été meurtrie Alors, vous imaginez plein de choses. Vous imaginez dans le parc qu'il y a une voisine qu'elle a vue, qui a assez jolie femme, bien habillée. Oui, qui a dû lui en mettre plein la vue. Ouais. Et ça l'a alors exaspérée. Oui, Elle ne peut pas le supporter. Oui, elle ne l'a pas supporté, au point même de... Pardon, d'en pleurer. Et comment intervenir, évidemment, l'idée ne me vient pas d'intervenir, je reste là un peu médusé, me demandant ce qu'il se passe, et ne comprenant rien à ces sanglots, à ces cris, à cette vindicte devant quelqu'un qui m'est inconnu. On la voit très souvent aussi s'absenter. Il y a un moment où vous allez la surprendre, elle est devant la photo de sa mère et elle sanglote. Et là, vous vous sentez exclu, quoi. Et en même temps, vous voulez la comprendre, vous voulez essayer de pénétrer dans sa tête. Ça c'est très déjà beau. Plus compréhensible, Oui. parce qu'elle était très attachée à sa mère, qui est morte d'un cancer très jeune. D'ailleurs, ma mère disait qu'elle aurait le sort de sa propre mère, ce qu'elle a eu en effet. Oui, ça c'était... Et alors oui, je l'avais surprise un après-midi d'hiver. La pièce était sombre, elle n'avait pas allumé les lumières et elle était assise près de la fenêtre, contemplant la photo, la vieille photo de sa mère et sanglotant. Évidemment, je me suis retiré de la pièce tout de suite et je l'ai laissée comme ça. Que pouvais-je faire? Que pouvais-je dire? Rien. Elle était inconsolable de ça. Il y a quelque chose. Et elle ne vous donnait jamais un mot d'explication après ces scènes terribles, fracassantes? Non, mais je lui en demande pas, comme si, au fond, je comprenais. Oui. Je comprenais sans comprendre, sans pouvoir mettre de mots précis sur le spectacle, entre guillemets, auquel j'assistais. Mais je comprenais, au fond, je comprenais pourquoi elle était dans cet état-là. Ce que vous montrez très bien, au fond, tout au long du livre, moi, c'est ce que je perçois, c'est qu'elle a une vengeance à accomplir, plusieurs vengeances. Déjà, la plus grave, c'est celle de la mort de son frère. Elle vous raconter que, bon, lui, il était très, très sportif, petit comme elle, de taille, mais excellent. Il l'a d'ailleurs incité à faire du basket pour qu'elle essaye de gagner quelques centimètres. Il nageait, il savait tout faire. Et quand ils vont partir, ça on y reviendra, doivent quitter la zone occupée. Ils sont réfugiés en Charente, je crois. Oui. Il est très spectaculaire, son frère. Il saute des ponts. Enfin, il a une espèce d'une vivacité, une vie en lui. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Et un jour, il y a 2 gendarmes qui vont venir l'arrêter, 2 gendarmes français, bien sûr, dont un jeune garçon qu'elle a déjà vu jouer avec son frère au football, qu'elle reconnaît. C'est terrible. Et ils vont l'arrêter, le conduire dans un camp où, d'ailleurs, c'est terrible la formule qu'elle a. Il ne va pas mourir tout de suite. Il aurait mieux fait d'être gazé, mais il va mourir à petit feu de la pire façon. Et elle, alors que son mari, enfin votre père Étienne, lui dit bien sûr qu'il ne faut pas retourner plus tard. Elle n'a qu'une idée, c'est d'essayer de retourner à la gendarmerie plus tard et de retrouver ce délateur, ce lâche. Et donc ça, elle a en elle, j'ai l'impression, toujours la revanche à prendre. Alors, est-ce que c'était là exactement l'origine de ce que je crois être sa frustration? Je ne peux pas le dire, je le suppose que ça avait été un traumatisme inconsolable pour elle. En effet, ils avaient passé, les 4, mes grands-parents et le frère et la sœur, ont passé la ligne de démarcation en juillet ou août, juillet 42. Se sont fait prendre avec un groupe de réfugiés et ils se sont fait assigner à résidence dans le prochain village après la ligne, donc en Charente. Et là, un matin, alors c'est très mystérieux, des historiens sauraient nous l'expliquer, les 2 gendarmes, 2 jeunes gens du cru, du coin, avec lesquels cet oncle Henri jouait au foot ou nageait dans la rivière, sont venus le chercher. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres qui étaient juifs comme lui?
Alors c'est très particulier à la France précisément. C'est-à-dire que la police, ça je l'ai reconstitué après, la police française fait son travail de police française. Ce ne sont pas des Allemands, c'est pas la Gestapo, ce ne sont pas les SS. Ils viennent chercher quelqu'un qui aurait commis un délit. Alors il est sur la liste, on vient chercher un tel qui s'appelle Henri Davidovitch. Et les autres, on les laisse tranquilles parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Vous voyez, ce travail comme ça de bureaucrate routinier, s'il est sur la liste, c'est donc qu'il a commis quelque chose de mal, donc on vient l'arrêter. Alors ils l'ont conduit dans un camp du Limousin qui s'appelait Nexon, au sud de Limoges, puis à Gurs, bizarrement. Dans les Pyrénées-Orientales. On ne sait pas pourquoi ce trajet-là, et de Gurs à Drancy, et de Drancy à Majdanek, où il est mort. Et ma mère imaginait toujours, répétait constamment, il a dû en baver là-bas, parce qu'il était très fort. C'est-à-dire que s'il avait été gazé comme les autres aussitôt, ça aurait été finalement presque un moindre mal que de mourir dans la souffrance. Vous la montrez aussi, ça j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, cette petite taille, et puis vous allez y revenir, ce besoin fou d'être aimé et d'aimer. Vous racontez déjà qu'elle avait une poupée qu'elle a gardée jusqu'à l'âge de 17 ans, quand elle était avec votre père. Et en plus, après, il y aura un chien. Et puis, il y aura votre fille, Mathilde, et j'aimerais bien lire ce passage que je trouve très beau parce qu'on comprend beaucoup de choses d'elle. Enfin, il y avait plus encore. Anna, du plus loin que je m'en souvienne, avait besoin d'amour. Comme tout le monde, direz-vous? Non, pas comme tout le monde. Bien plus que tout le monde. Un amour sans équivalent. Un amour absolu, cosmique. Seule sa mère, décédée prématurément, avait pu le lui donner, cet amour. Et personne d'autre, ni son père, ni son mari, ni ses fils, ni ses amis, personne. Seule sa poupée, puis Bobette, ça c'est la petite chienne, enfin Mathilde. Un amour absolu, oui, enfin. La mère d'Anna s'appelait Mania en polonais, Manier en yiddish, mais ses proches l'appelaient Malk. Ma fille Mathilde lui doit son prénom. Peut-être est-ce là l'origine de la croyance d'Anna, idée baroque mais bienfaisante, selon laquelle elle était née sa réincarnation. Et ça, elle le dit plusieurs fois, vous lui fait dire, c'est ma réincarnation, sa petite fille. Oui, elle avait des idées comme ça assez étranges, et, pour tout dire irrationnelles, parce qu'elle était très irrationnelle. C'est pour ça que j'avais du mal à la comprendre, mais au fond... Alors elle était à la fois très simple. Oui. Très simple. Spontanée. Elle n'a pas fait d'études, elle était très simple, elle avait des réactions primaires dans le sens où elle était instinctive. Rien n'était réfléchi. C'était pas ses gestes ou ses paroles n'étaient pas le fruit d'une élaboration profonde. Elle était instinctive et directe et spontanée. Et puis elle avait des croyances superstitieuses. Et puis elle avait en effet ce besoin d'amour. Alors vous parlez de sa poupée, que je n'ai pas connue évidemment, qui m'a précédé, qui lui venait d'une petite réfugiée, dont l'idée et le nom même, elle devait s'appeler Dolores ou je ne sais quel autre Conchita, nom espagnol. Oui. Parce que là où elle était, dans la petite... ce petit trou de Charente, il y avait des réfugiés espagnols républicains dont la fille avait qui était sa petite copine, avait une telle poupée comme ça que j'ai appelée Dolores. Et alors après, donc elle a eu ça jusqu'à son mariage. Parce qu'elle était immature, c'était ça aussi une de ses caractéristiques, totalement enfantine, puérile. Vous racontez, elle est heureuse avec votre fille Mathilde, et quand elle doit faire la sieste avec Mathilde, elle est de nouveau comme une petite fille. Vous l'imaginez, petite fille, elle joue à la poupée, et elle se couche dans le lit de Mathilde, voilà, comme une enfant. Et ça, c'est quelque chose un peu merveilleux. Elle joue à la poupée avec elle. Il n'y a pas d'autre mot. Dès que ma fille arrivait chez mes parents, ma mère la mettait à table, parce que ça c'était le début de tout. D'abord faire manger, donc le côté nourricier.
Et ensuite, au lit, et ma mère se mettait en chemise de nuit et dormait avec elle. Cette scène, la trouve merveilleuse. Comme elle avait dû le faire avec sa poupée. Oui, oui. Alors, vous l'observez tout le temps, vous écoutez son dialecte, ça vous frappe et c'est très intéressant ce que vous me dites, je vous lis. J'aimerais aujourd'hui entendre à nouveau sa voix et les mots qu'elle prononçait dans l'idiolecte singulier qui était le sien, langage qui n'a plus cours, dois-je le dire, ici de la corruption de deux langues, le français populaire de la rue Desnoyers, dont elle était native, et le yiddish du châtel de ses parents, Konski en Pologne, trimballé jusqu'il-là, concassé, tabassé, roué de coups et meurtri des chaos des chemins. C'est beau ça, je trouve, cette langue qui est c'est un peu la langue de mes parents, ce qu'on appelle dans un langage savant un idiolecte, c'est-à-dire une langue propre à un petit milieu. Et en effet, mes grands-parents, enfin leurs parents respectifs n'avaient pas fait d'études, n'avaient pas étudié ni même leur langue propre. Donc parlait un yiddish corrompu, populaire, jamais écrit mais toujours oral, donc avec plein de fautes forcément de grammaire, de syntaxe. Et le français, comme il n'avait pas fait beaucoup d'études non plus à l'école primaire parisienne, et puis dans leur milieu de Belleville, évidemment, c'était un milieu très populaire où on parlait un français des rues. Ouais. Donc il y avait leur langage, leur idiolecte était un mélange de ces deux langues corrompues également. Et c'est ça que j'ai entendu. Que vous avez toujours donc c'est dans ma l'oreille. Propre langue. C'est votre ma langue. N'est pas le français scolaire, n'est pas le yiddish littéraire. Mais est une corruption, un mélange de deux langues comme ça. Et quelquefois, même à l'école primaire, le maître nous demandait comment disait-on telle chose. Et c'était le mot yiddish qui me venait. Et évidemment, je me gardais bien parce que je me dis, non, c'est français ou c'est yiddish? Je ne savais pas faire la différence. Donc, je préférais me taire pour ne pas dire pour ne pas choquer. Vous avez un talent aussi pour ressusciter le monde de l'enfance. Alors, l'enfance d'Anna, en tout cas son adolescence, ça j'ai trouvé ça ça m'a rappelé beaucoup de choses de l'adolescente quand elle est avec ses deux copines, elles se font appeler les Trois Grâces, ou alors on les surnomme les Trois Grâces, et alors elles ont peur de rien, elles sont vraiment, c'est le mot, effrontées, et elles vont dans le métro. Moi, je faisais ça aussi quand j'étais... Et elles vont faire des grimaces aux gens qui sont assis dans le métro. Et il y a une sorte d'excitation. Elles reviennent rouges d'excitation. Et ça, c'est vrai que c'est universel, ce moment-là. Alors, est-ce que c'est vraiment universel ou bien sont-elles des petites filles mal élevées, comme on disait? Elles avaient le goût de la provocation. Oui. Elles aimaient se moquer de la bienséance, enfin du caractère un peu digne des passagers du métro, par exemple, ou bien des amoureux qui se bécotent, non pas sur les bancs publics, mais sur les bancs du métro. Voilà, elles étaient, comme vous le dites, comme je le disais, effrontées, culottées, mal élevées. Elles étaient un peu de leur quartier, c'est-à-dire du Belleville des années 30. Ça, vous en parlez très bien, voilà. cette rue de la Mare. Et alors, elle va garder ce côté quand même culotté quand elle va avoir la boutique de pingouins. Elle sait négocier, elle a peur de rien. C'est une battante. Quand vous allez partir en Italie, c'est très drôle, à Venise, elle va se débrouiller pour négocier le prix de l'hôtel. Elle arrive à le faire belle. Elle a vraiment, elle est motrice, tout en ayant cette douleur en elle. Elle est quand même dans le couple avec votre père qui la suit, et qui est un personnage aussi, moi je trouve que dans l'ombre, il est très très attachant. Elle tient les rênes, malgré tout. Oui, c'est elle qui voulait cette boutique pingouin, parce que précédemment, lorsque nous habitions Belleville, elle allait chercher sa laine pingouin rue des Pyrénées, pas loin de chez nous, et donc... Elle rêvait d'avoir cette boutique pingouin, pas autre chose, c'était pingouin ou rien. Et donc, avec eux, dans leur voiture, je ne sais plus si c'était une 203, une 403 Peugeot, nous allions de banlieue en banlieue pour trouver le magasin qui est susceptible de leur plaire, enfin de lui plaire à ma mère en effet. Et mon père suivait.
Parce que mon père, bon, c'est pas le sujet du livre, Non, mais mon père mais était, on le voit. non pas effacé, mais il avait d'autres. C'était pas du tout un commerçant, c'était un Un militant. idéaliste. D'abord, il était Ouais, à l'époque, il ouais. était militant communiste. Donc son goût à lui, c'était ses camarades. Oui. Camarades dans tous les sens du mot, ses Ça, amis ça, et c'est- ses camarades de combat. Et voilà, c'était quelqu'un qui était militant dans l'âme. Il avait fait la résistance dans les FDP, MOI, et c'était sa vie. Il vous qui racontait d'ailleurs continue. très bien dans l'atelier. Alors, il a hérité, par son beau-père, il a eu un atelier pour confecter, Oui. pour faire pas des doudounes, Canadiennes, je crois, à Canadiennes, l'époque, voilà. oui. Et alors, quand vous venez, alors, il y avait pas mal d'ouvriers communistes. Alors, vous chantez à l'international, il est très fier de vous. Nous sommes dans les années 50, donc Ah, ça, c'est c'est un très peu amusant. c'est Ouais. un peu une préhistoire Ouais. pour tout le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre ça qu'un enfant de, je sais pas, de 8 ans chante l'international en tournant en rond et levant le poing et disant le fascisme ne passera pas, etc. C'est une autre époque. Ouais. On ne peut plus Et- comprendre ça. Est-ce que Mon, vous mais écri- Oui. mon père était très fier de ce que j'étais communiste. Lorsqu'il rencontrait un de ses camarades de rue de Belleville, le camarade lui disait « Mais lui, il votera communiste ?» « Oui, oui, absolument. » Mon père disait « Il est vacciné. » Et en effet, c'est ma mère qui décidait de tout, quoi. Ouais. Du lieu où on irait en vacances, d'acheter un cerf-volant. Il y avait On va revenir. Je vous lis l'anecdote juste- du cerf-volant. Je fais juste une petite parenthèse, je voudrais vous le lire. Mes parents étaient des prolos, une fois pour toutes. Et de ça, on ne se défait pas. Comme des poux dans les cheveux ou d'un chewing-gum du trottoir collé à sa semelle imprudente. Ils avaient des principes. Le plus pénible et fastidieux l'emportait toujours sur le plus facile, le plus plaisant, le plus caressant. C'était le b.a.-ba de toute morale. Parce qu'ils font des économies et que voilà. Et ça, je trouve ça très, très drôle. C'est ce qu'on appelle une mentalité. Ce qui fait plaisir et ce qui est facile, c'est pas pour nous. Je ne sais plus qui est-ce qui racontait ça, que ses parents disaient toujours « c'est pas pour nous ». Comme si les belles choses ou les choses agréables, c'est pas pour nous. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Enfin, pourquoi dit-on ça alors que même si on n'est pas très riche, on peut se trouver des moments et des choses agréables à faire. Mais vous racontez, les vacances à Cabourg, il faut que vous les racontiez, parce qu'en plus, c'est quand même un signe, vous qui allez devenir un spécialiste de Proust, pourquoi c'est les vacances à Cabourg. Bon, bref. Et il y a tout pour être heureux, hein, les seaux, les pelles. Mais à un moment, vous allez dire que vous aurez un jeu de jokari, et vous direz, c'était pas pour nous. Oui, c'est trop difficile, le jeu. Jacari, hein. Oui, jacari. Jacari. Oui, c'est vrai que c'était très compliqué. Mais oui, il faut de la force, il faut, je sais pas quoi, de l'endurance, il faut de l'adresse. C'est pas pour nous. Par contre, le cerf-volant, oui, déjà plus. Et là, il y a une scène quand même très belle avec votre mère qui s'acharne à avoir un cerf-volant à tout prix. Et il y a presque, vous l'observez avec votre frère Alain, et il y a presque une part de folie dans sa volonté. Oui. De suivre ce cerf-volant. C'est-à-dire d'obstination et de rage à ne pas abandonner ce qui est à soi, ce qui est censé faire plaisir, ce qui fonctionne. Donc à un moment, pour le dire à nos auditeurs, elle lâche le cerf-volant qui s'envole et qui part vers la ville, vers Cabourg, et elle enfile vite son short, ses sandales, et elle lui court après. Enfin, c'est complètement déraisonnable, parce que le cerf-volant, il est parti une fois pour toutes, et elle crie aux autres, arrêtez-le, arrêtez-le. Et vous l'observez, vous êtes médusé. Et moi, je regarde ça, comme je l'observais lorsqu'elle était triste et accablée de douleur, eh bien là, c'était une autre forme de folie, hein, c'est-à-dire de choses incompréhensibles. Comment peut-elle rattraper un cerf-volant qui est à 300 mètres dans le ciel ? C'est une folie, voilà. Et elle revient. Après, tout le monde est inquiet parce qu'elle part un long moment. Elle va s'absenter. Et à un moment aussi, tout le monde a peur finalement de la mer. Et c'est la seule qui n'a pas peur, qui met les pieds dans l'eau, voilà, qui s'aventure. Oui, parce que la chose bizarre aussi, elle aimait manger ce qu'on appelle toujours les coques. Ces petits coquillages, elle les mangeait crus, elle les rinçait dans un seau. C'est une scène incroyable, d'eau salée, d'eau de mer, et puis elle se les gobait, elle disait c'est délicieux, vous ne savez pas ce que vous perdez, et nous ça nous dégoûtait. C'est aussi et je trouve ça dégoûtant encore aujourd'hui.
Oui, mais bon, elle y va, quoi. Elle va dans la matière. Hein. Ouais, dans la matière, voilà. Elle allait pêcher elle-même avec les fameuses épuisettes que tous les gosses s'achetaient à Cabourg. Alors, dans son compagnonnage, il y a quand même le goût des livres. En effet, c'est pas quelqu'un de cultivé, mais elle aime les livres. Après, elle n'aura plus le temps. Et elle va vous passer des livres. Enfin, il y a quand même un échange. Et quand vous allez écrire, elle est fière de vous. Elle est quand même fière de vous. C'est ambivalent. C'est ambivalent. Mon père était fier de moi. Ma mère, d'abord, voulait savoir combien ça rapportait. Alors, vous mentionniez tout à l'heure, ça m'y fait penser à l'instant qu'elle marchandait en effet tout lorsqu'elle entrait dans une boutique et nous avions honte, mon père, mon frère et moi, on la laissait marchander tel souvenir de vacances, etc. etc. Mais alors pour les livres, oui, elle aimait lire. Alors, et je dis à un moment que c'est elle qui m'a incité, enfin qui m'a donné le goût de lire. D'abord des choses qu'on lisait beaucoup à l'époque, comme par exemple Cronin, qui raconte des histoires d'apprentissage de quelqu'un qui veut devenir médecin. Alors c'est toujours la même histoire, et moi j'ai voulu devenir médecin. Alors il y avait un autre auteur américain, celui-là, qui s'appelait Slaughter. Je ne sais pas si ça dit encore quelque chose, tout ça. Cronin, Slaughter. C'était des livres qui étaient dans les bibliothèques, même si alors, un peu. Alors, elle lisait aussi Pearl Book. Non, je crois que c'est moi qui l'ai incité à lire Pearl Book. Parce que j'avais sa carte de bibliothèque municipale et j'allais lui emprunter des livres. Mais en fait, je me prenais 5 livres pour moi que je lisais dans la semaine. Et puis alors, elle lisait beaucoup, là j'y insiste un peu, un livre qui s'appelle Ambre, d'une certaine Catherine Winsor. Livre romanesque, romantique, que je n'ai pas lu, que j'ai toujours vu poser sur sa table de chevet. Et je me dis, mais c'est pas pour moi, c'est une lecture pour les femmes, quoi. Et elle lisait ça tout le temps. Elle le reprenait. Elle le reprenait. Alors je l'ai incité après à lire Autant m'emporte le vent. Et puis, je sais pas, en une semaine, elle était déjà à la fin du livre. Elle avait sauté les pages. Enfin, elle lisait comme ça, quoi. Mais elle m'a incité à lire, moi. Et après, je suis passé à autre chose, mais évidemment, elle ne m'a pas suivi sur Flaubert et Proust. Quant à mes propres livres, elle voulait savoir si ça me rapportait quelque chose. Alors, une fois que je l'ai démenti sur ce plan-là, elle essayait de le lire, mais c'était pas son truc. C'est drôle aussi quand vous allez passer à une émission de télévision un peu importante. Elle a un beau pull que vous trouvez très moche, cacadois, vous dites, et elle va vous l'imposer, quoi. Il va falloir un pull de la boutique. Elle a sorti de sa boutique un gros pull d'hiver. Qui font partie aujourd'hui, qui feraient partie aujourd'hui du concours des pulls moches de Noël, genre pull de Noël. Et évidemment, comme j'étais très influencé, ou j'étais, je sais pas quoi, où j'étais un peu perdu, je lui faisais confiance. Donc, je suis allé à l'émission Apostrophe, pour ne pas la nommer, avec ce pull où j'étais engoncé, etc. Bon, c'est une petite histoire. Juste, comme je sais que vous aimez lire et que nos éditeurs connaissent bien Olivier Barrault, je voudrais consacrer quelques moments pour son portrait d'Itkin, parce que c'est un livre très personnel. On va le lire, on va le comprendre au fur et à mesure. C'est publié chez Gallimard, parce que finalement, il y a des liens, lui, déjà, dans sa passion pour ce personnage, parce qu'il adore le métier d'acteur. Enfin, Olivier connaît très très bien le cinéma, l'histoire du cinéma français. Et puis on va découvrir au fur et à mesure, c'était un grand résistant, que la famille d'Olivier, en tout cas son père qui était aussi un grand résistant, sa sœur Marine qui a enquêté, ils ont des liens ensemble. Alors, vous dire déjà qu'il vient de Lituanie. Olivier a beaucoup voyagé à travers le monde et il s'est arrêté à Vilnius, qui est la Jérusalem du Nord. Donc il va enquêter et on retrouve, il y a eu beaucoup de grands, Romain Gary, Soutine, qui viennent de Vilnius, et Sylvain Itkin en vient. Donc sa famille est exilée, il est né à Paris et c'est un comédien. Alors
c'est vrai que son nom ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui, mais il a joué dans La Grande Illusion de Jean Renoir, un rôle de lieutenant, un beau personnage. Il apparaît dans les souvenirs de José Corti, c'est comme ça que Olivier Barrault va le découvrir. Et puis c'est un personnage très très doué, il est joueur d'échecs, il adore l'art dramatique, il met en scène, il connaît Prévert. Enfin, c'est un personnage qui a des fulgurances, qui a vraiment énormément de talent, et il va être très courageux. Au moment où il y aura le statut des Juifs qui va sortir, qui va dicter, il déclare « Je suis heureux d'être juif, je voudrais être à la fois juif, nègre et chinois, toutes les races persécutées du globe. » Et il va continuer comme ça dans la résistance jusqu'au moment où il va être dénoncé. Alors, ce qui est très bien dans ce livre, c'est qu'il y a des images, il y a des photos, et il y a aussi la lettre de dénonciation. Il a réussi à mettre la main sur la personne qui a dénoncé Hitkin. C'est terrifiant. Et ensuite, voilà, il va mourir sans avoir parlé. Ça me donne très envie de le lire. Ouais, vraiment, il faut le que je lire. Demande à... Ouais. Olivier Barrault, Portrait d'Hitkin, chez Gallimard, c'est vraiment à lire. Alors, je reviens vers vous, Henri Raximov, pour ces belles variations pour Anna. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, c'est la façon dont vous parlez, parce que c'est un livre, on l'a vu, qui est drôle, qui est profond, qui est facétieux aussi, hein, mais il y a des moments douloureux. C'est qu'il y a un moment où vous allez vous dire, vous avez perdu votre frère. Il y a toute une histoire aussi avec votre père Étienne. Quand votre mère commence à être très malade, il est persuadé que vous êtes trop fragile pour connaître sa maladie et que votre frère qui est parti en Israël est beaucoup plus costaud, et on lui dit tout à votre frère Alain, et vous êtes préservé. Et finalement, Alain, il est aussi très fragile, il va mourir 1 an après la mort de sa mère. Comme quoi, on ne connaît pas les gens. Ouais. L'enfant que j'étais ne comprenait pas sa mère. Et je ne suis pas certain aujourd'hui de la comprendre davantage. D'ailleurs, ce livre est une succession de tableaux, de scénettes, pour ça que ça s'appelle Variation. Et au fond, à la fin, je me dis, mais qui était-elle? Quel est son portrait en plein? On ne peut pas le dire. Et de même, ce que vous disiez là à l'instant, mon père pensait que j'étais quelqu'un de fragile et qu'il fallait ménager quant à l'état de maladie de ma mère, alors que mon frère était supposé être en effet quelqu'un de costaud, à qui on pouvait tout balancer et qui réagirait sans problème. Moi, j'ai connu ce genre de préjugés sur les gens. Ouais. On se trompe souvent. Des gens se font une fausse idée de qui sont les autres. Ouais. Même si on est très proche ou de les ces gens. ménagent, ou au contraire ne les ménage pas. Alors qu'on devrait ménager les plus fragiles sans qu'on sache qu'ils sont en effet fragiles. Ouais. Et elle sait qu'elle sera malade. C'est ça aussi, cette prescience. Vous dites qu'elle a une part d'irrationnel quand elle regarde cette photo de sa mère qui est morte d'un cancer et qu'elle dit « moi aussi je vais mourir ». Il y a ce sentiment en elle. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un moment où vous vous dites avec qui je pourrais revisiter ces souvenirs. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un moment où, quand on vieillit, les proches ont disparu et il reste des bribes de souvenirs. Parfois, il en manque une partie. Et on se dit vers qui se tourner pour essayer de revisiter ces souvenirs, mais en allant plus loin. Et là, il y a ce sentiment-là. Je ne sais pas si vous avez pris des notes, si vous aviez des photos, si vous avez... Voilà. Oui, j'avais des photos comme tout le monde a des photos, mais ce que vous dites est très juste et très tragique. Lorsqu'on vieillit, le monde qu'on a connu meurt autour de soi, les gens les uns après les autres. Et à un moment, on se dit, mais j'ai tel souvenir, comment le vérifier? Par exemple, la voix d'une personne chère, on ne l'a plus guère dans l'oreille. On se souvient parfois de ses mots, de phrases qu'elle a pu dire, mais la voix elle-même. Et donc, je me dis à un moment, j'aimerais entendre simplement une phrase qu'elle prononce. Et autrement, à qui demander une vérification? Les gens sont morts. Alors, il y a des livres qui sont ce barrage, qui sont quand même une survie de ce passé. Oui, et qui touchent les lecteurs, parce que quand on lit votre livre, il y a 1000 choses qui nous touchent.
même si on n'a pas habité de Belleville, même si on n'a pas vécu cette vie, rien, ça touche vraiment profondément, que ça soit le regard sur l'enfance, le côté irrationnel des êtres, comment on peut être blessé sans comprendre pourquoi, comment les choses s'échappent. Oui, d'ailleurs, des lecteurs me le disent. Ma mère ou ma grand-mère lisait Ambre et Cronin et Slaughter. Donc, c'est pas propre à ma mère, c'est une génération de femmes qui lisaient ça. Je pense que des gens très jeunes peuvent vraiment retrouver des choses dans votre livre sur l'enfance, quand vous dites de la cruauté des enfants à l'école, la façon dont vous avancez les choses, qui, comme elle était, enfin dire la vérité directe. Et ben, je pense que ça peut toucher beaucoup de lecteurs. Et puis, il y a une phrase que j'aimerais lire, que je trouve très beau, sur la nostalgie. Vous dites que c'est le regret d'un moment de notre vie bien trop éphémère, où quelque chose comme de l'exaltation nous portait, nous rendait légers, aériens, divins. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Un moment de la vie où on a ce sentiment-là et qui va disparaître. Et qui va disparaître. Et parce que c'est un moment tout à fait unique, privilégié, dont on garde le souvenir et qui ne s'est pas répété, quoi, qui n'a pas eu de suite. C'est un moment comme isolé, enfin, dans le cours du temps. Elle, c'est peut-être avec ses deux copines. Si on peut trouver un moment, enfin, que vous avez vu, ce moment où elle était en totale liberté, elle n'avait peur de rien. Et puis lorsqu'elle allait, plus tard, lorsqu'elle allait danser sur les grands boulevards et qu'elle rentrait après l'heure prescrite par son père, le père qui l'attendait avec sa ceinture pour la fouetter sur les jambes, mais elle préférait ça parce que ça l'abusait, parce qu'elle avait passé une soirée formidable avec ses copines, justement, et qu'elle rentrait en remontant la rue du Faubourg du Temple, puis la rue de Belleville, jusque chez elle, rue des Noyers. Si on aime Paris, il faut lire votre livre. Hein. Là, c'est un morceau de Paris. Ah oui, c'est un morceau de Paris. Et la chanson, on en entend beaucoup dans votre ouvrage, parce qu'elle chantait beaucoup, s'était fait virer de la chorale, elle chantait faux, mais ça lui était totalement égal, parce qu'elle avait besoin que ça sorte. Et ça, c'est une force. Mais je crois qu'on chantait beaucoup à l'époque. Je crois qu'on chantait beaucoup. Ouais. Je me dis pas, c'était mieux avant, on chantait alors qu'on chante plus. C'est pas vrai, j'en sais rien d'ailleurs. Mais je crois qu'on chantait beaucoup. C'est possible, qu'on entendait plus. Et alors, elle aimait beaucoup de musiciens et de chanteurs, mais il y a les sœurs Barry Sisters, et on va en écouter un petit morceau, parce qu'elle adorait ça. Absolument. Wil dir sagen, hier gleich zu Herren, als die sollst mir Liebe erklären. Wenn dir jetzt mit die Augen, wollt ich mit dir geflogen, wie die willst. Sag mich nicht in, wenn die hast a wissele Sechel, und wenn die weißt ein arischen Schmeichel, wenn die tanzt wie ein Indianer bist, a vieler Galizianer, so gier das Hart mich nicht. Bei mir bist die schön, bei mir hast die Chein, bei mir bist die einer auf der Welt. Bei mir bist die Git, bei mir hast die It. C'est merveilleux d'entendre ça, vraiment. Pour moi, tu es belle, pour moi, tu as du charme et tu es unique parmi tous les gens du monde. Faut regarder la photo de couverture de votre livre où on la voit, elle est ardente. Et vous, c'est le gros paquet. Vous dites à maman, quand elle a son cabas, elle monte les étages et elle... Quatrième étage. Et elle vous pose comme un gros paquet. C'est très, parce qu'à l'époque, lorsqu'on disait un beau bébé, c'était un bébé potelé. Voilà. Il est adorable ce bébé, hein, franchement. En tout cas, Henri Raximov, merci pour ce beau livre. Variation pour Anna, donc c'est chez Gallimard. Et on rentre dans un autre monde, ça c'est vraiment votre talent d'écrivain. Et puis donc, je vous offrirai le livre d'Olivier Barraud, Portrait d'Itkin, chez Gallimard aussi. Merci à très vite. Merci.